Moi, je vais d'abord vous faire travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Les deux. Mais encore. Il y a ami parce que... It's okay, it's done. Bye. Donc. Ami quand on sait bien les gérer et ennemi quand on ne sait pas trop les gérer. Ok, donc ça dépend comment on les gère. Ok. On va faire comme ça. Ami. Ennemi. Donc, ça dépend comment on les gère. Okay. Après, ce qu'on peut dire, c'est que la racine latine du mot veut dire mouvement, mettre en mouvement. Donc, en fait, de toute façon, l'émotion met en mouvement, c'est ce que l'on peut dire, d'une façon ou d'une autre. Donc, qu'elle soit connotée positive ou négative, elle va nous emmener, elle va nous faire comprendre quelque chose. Et après, en fonction de notre vécu, de nos blessures intérieures, de nos blessures personnelles, on va en faire quelque chose ou pas. Et elles vont venir raviver ou pas. Mouvement. Donc, il nous met en mouvement, nous. C'est ça. Oui, ça nous met en mouvement. Ok. Mettre nous, mais en mouvement. Ok? Peut-être une question d'intensité aussi, qui va ensuite découler sur la gestion de l'émotion. D'accord, donc c'est comment on les gère ou c'est comment l'intensité des émotions, c'est ça? L'intensité de l'émotion fera qu'elle sera peut-être plus amie ou ennemie en fonction de comment on arrivera à gérer cette intensité après. Ok. C'est une réaction du corps, les émotions et non du mental. Donc quand c'est intense, ça peut être néfaste. Donc c'est une réaction. Le corps, c'est pas le mental, les émotions, c'est plus dans le corps. Ok. Réaction physique du coup. Physique, Ou c'est une réaction physique ou c'est une réaction qui joue sur le physique? Moi je trouve que c'est réaction physique. Ok. Ennemi, on peut aussi agréable, désagréable. C'est une alerte. Donc si on dit une alerte, c'est plutôt positif du coup. Allez. Les deux. Ah. Parce que ça peut être une alerte. Ennemi, ça veut dire que c'est pas bien pour nous. Donc si c'est une alerte, c'est bien ou c'est pas bien pour nous? C'est une question. Hein. Les deux. Ça peut être un indice ou une alerte. Nous faire comprendre quelque chose. On peut pas être coupé de ses émotions. C'est aussi bien parce que sans émotion, il n'y a pas de ressenti. Il y a pas de... Ok, donc ça c'est bien pour le ressenti. Ok, ressenti, donc vivre, c'est ça? Ok, je vais revenir sur alerte. Alerte, c'est quelque chose de bien ou pas bien quand on a une alerte? Quand quelque chose vient nous alerter, hein, c'est plus ça. Hein. C'est avant de basculer, pardon. Avant de basculer dans le pas bien. L'alerte, ça serait presque le seuil de... Oui, voilà. Dans lequel, effectivement, on est dans le... On va glisser de l'autre côté. Donc une alerte, c'est en préalable pour nous dire attention, il y a quelque chose qui va se passer. Donc ça serait du coup positif? Positif. Ok. Et négatif de l'alerte? Avant de passer dans l'émotion négative. Quand on n'arrive pas à la gérer. Je ne comprends pas trop que l'alerte peut être négative. Donc c'est pour ça que je vous pose la question.
Donc une alerte peut être négative. Ah non, moi je la mettrais entre le positif et le négatif. Pourquoi? Parce que l'alerte va nous dire que l'on va basculer dans le négatif, dans l'ennemi. Ou pas? Ou pas. Alors là, on parle d'une émotion. L'émotion, elle nous alerte toujours de quelque chose, c'est positif. Après, ce sera grave, désagréable, ce sera bien ou pas bien ce qu'il va y avoir derrière. Voilà. Donc, l'alerte est toujours... Et l'alerte est toujours positive. C'est comme dans une voiture. Si j'ai une alerte de ma voiture qui dit ping ping, ça clignote, c'est rouge, c'est une alerte qui vient me dire ce qui se passe derrière. L'alerte en elle-même, c'est pas positive ou négative. L'alerte en elle-même, c'est une alerte. Voilà, c'est un signal. Et heureusement qu'il y a ce signal parce que ça vient me dire que si tu fais pas attention, après il risque d'avoir des soucis. Donc c'est une alerte de quelque chose. Donc c'est plutôt positif. Et c'est pas, je le vois pas comme un ennemi. Est-ce que c'est OK? OK. Donc oui, effectivement, sans les émotions, on ne peut pas vivre. Il y a le ressenti, ça nous fait vivre. C'est bien d'avoir les choses qui sont bien, etc. Quoi d'autre? J'ai mis l'alerte là-haut. On va enlever. Je dirais comme à votre texte, c'est vrai qu'il y a une composante biologique. Enfin, on sent bien que sous le coup d'une émotion, je ne sais pas, moi, une peur, on sent bien que le cœur s'accélère, que ci, que ça. Mais moi, ça passe vite dans la tête aussi, quoi, dans l'analyse directe. Quoi. Ok, donc ça peut aussi, donc une réaction physique, mais aussi analyse, je vais le mettre là. Premier, voilà, sur le... Analyse mentale. Voilà, mais après, tout de suite... Et les deux sont liés. Les deux peuvent être liés, du coup. Parce que ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Hein? Ok. Ok. D'autres choses que vous aimeriez dire? On parle beaucoup d'émotions. Enfin, il y a plein d'émotions. Mm-hmm. Et alors, je comprends bien, enfin, ce qu'on appelle les émotions pures, puis après plein d'émotions secondaires derrière. Donc des fois, on ne fait pas toujours la différence précisément entre l'émotion pure et les émotions voilà, derrière. Par exemple, la honte, on dit que c'est une émotion secondaire, c'est pas une émotion... La honte, c'est un message de l'âme. Il y a d'autres choses voilà, en amont. Ok, donc il y aurait des émotions. Il y aurait des émotions dites pures ou primaires et des émotions secondaires. Ok. Et laquelle serait... Est-ce que l'émotion pure serait plutôt ami-ennemi et les émotions secondaires ami-ennemi, ou est-ce que les deux peuvent être les deux? Les deux peuvent être les deux. Ok. D'autres choses? C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Commençons par l'alerte. Justement, pourquoi une émotion pourrait nous donner... Non, on va commencer par le ressenti et la vie. C'est bien de commencer par quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, mais si on arrête d'avoir des émotions, on ne vit plus. On n'est plus, on n'est plus en vie, on n'est plus là. La vie, c'est les émotions aussi. Hein. Est-ce que c'est toujours positif, ce ressenti de je suis en vie, ou la vie m'apporte du bien, ou des émotions quand je suis amoureux, par exemple, amoureuse. Ça dépend, une émotion, la tristesse, par exemple, on ne peut pas dire qu'on est forcément bien à ce moment-là. Effectivement, la joie, oui, on est bien. La tristesse... Est-ce que la joie est toujours bien? Des fois, ça parle impulsif, peut-être, et dans la joie, on peut faire des choses peut-être sans prendre compte de son environnement. Enfin, ça peut amener à des débordements, peut-être. C'est le mot que je cherche, débordement, excès et débordement. Parce
qu'il y a émotion et après, il ne faut pas que ça devienne, que ça déborde. Parce qu'on peut éprouver une émotion, mais quand ça déborde, je pense que ça devient négatif. Même une émotion joyeuse, quand ça déborde trop, c'est là où je reviens au mot physique. Parce que une émotion, même joyeuse, même quand elle déborde et qu'elle devient excès, je trouve qu'elle a un effet sur le corps. Elle peut avoir un effet néfaste sur le corps, mais aussi sur autre chose. Vous n'avez jamais entendu parler l'amour rend aveugle? C'est une émotion, une bonne émotion. Et pourtant, cette émotion-là peut être un ennemi. On peut avoir une idée sur quelque chose et être hyper excité sur quelque chose, et après, une bonne émotion, on fait oh, wow, ça va être super génial, j'ai vraiment envie de faire ça, et après, en fait, se rend compte que non, ce n'était pas du tout adéquat pour moi. Mais je me suis laissée emballer émotionnellement. Donc, dire qu'une émotion est bonne ou négative, c'est peut-être justement pas juste de dire qu'une émotion est positive ou négative, parce qu'une émotion positive peut être un ennemi, une émotion négative peut être un ami. Par exemple, émotion négative. Quand je suis avec mon conjoint, je me sens toujours triste, pas bien. En fait, cette émotion-là est positive pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle vient me dire que cette personne-là n'est peut-être pas bonne pour moi. En fait, tout est neutre. C'est à nous de voir comment... Absolument. Et c'est comme ça de voir, effectivement, ce qu'on a dit tout au début, comment je la gère. Est-ce qu'une émotion est gérable? Est-ce qu'on peut gérer une émotion? Je vais dire oui, mais tout dépend justement de où est-ce qu'on la place et comment on aborde les émotions. Oui. Encore une fois, oui, mais ça demande un certain travail. Mais on va revenir là-dessus. Ça demande aussi de compréhension de pourquoi une émotion existe. Une émotion existe parce que justement, il y a une alerte. Elle vient nous dire quelque chose. Neutre. La lumière qui clignote dans la voiture, elle est neutre. Hein. Elle clignote, voilà. Elle n'est pas... tu peux la mettre rouge, jaune, vert, on s'en fout. Elle clignote. Voilà. Il y a ça, donc moi je clignote. Après, ce qui se passe derrière, elle fait sa petite vie. Donc, une émotion est comme quelque chose qui va clignoter, qui va dire, il y a quelque chose qui se passe. C'est là où ça dépend comment moi je vais le gérer. Il y a quelque chose qui se passe. Quand je rencontre cet homme, ça me fait des trucs dans le ventre. Son niveau physique, ça me fait des trucs dans le ventre. Ça remonte au mental et dit oh, je l'adore. On est fait l'un pour l'autre. Donc je veux dire, cette alerte de dire je ressens quelque chose, c'est ça, hein, je ressens quelque chose pour cette personne-là. En plus, ça me paraît bien, et donc du coup, je vais essayer de continuer à nourrir ça avec l'émotionnel qui est nourri par le mental. Et tant que dans le physique, je le ressens, je continue à y aller. Ok. Mais l'émotion, après avoir eu cet homme, et du coup j'y vais, je fonce, et après quelques temps, quelques années, je me dis aïe, en fait non, c'était pas bien, c'était pas bien du tout, et ce que les petits trucs que je ressentais avant, je ressens plus du tout maintenant, même je me sens pas bien du tout avec cette personne, et j'aimerais bien partir le plus vite possible. Mais comment ça se fait que j'ai pu me tromper? Parce que j'avais quand même les émotions. Il y a des événements qui satellitent autour. Je ne sais pas moi si une personne peut être sympathique. Admettons la première rencontre, je rencontre, il est formidable, etc. La deuxième, ça se passe bien. Puis finalement, en s'habituant, si on peut dire le terme, l'un à l'autre, chacun va peut-être se mettre dans sa zone de confort, et puis le caractère de chacun va peut-être réellement sortir que à ce moment-là, et puis ça peut être
monsieur ou madame qui peut être violent l'un envers l'autre, je sais pas moi, ou les deux. Qui est dans l'excès, qui va montrer son côté alcoolique alors que l'autre n'est pas. Enfin voilà, tous les. Il a toujours été alcoolique. Hein. Oui, il a toujours été, mais pendant un temps. Et pourquoi on ne l'a pas vu? Pas forcément, pas forcément. Parce qu'on n'a pas voulu le voir non plus. Et pourquoi on n'a pas voulu le voir? Parce qu'on manque de discernement. Quand une émotion nous coupe d'une vision beaucoup plus claire, une émotion, elle va nous embarquer dans un processus. Et le discernement, il est à quel niveau? Au niveau du mental. Au niveau du mental. Donc quand on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans le mental. On n'est pas dans le mental. Parce que tout le monde a vu que le gars que moi je trouve fantastique, c'est l'homme de ma vie, c'est mon âme sœur, tout le monde a vu que ce n'était pas le cas. Et bizarrement, 5 ans après, 10 ans après, quand enfin je m'en libère, les gens disent « j'ai toujours su ». Non, mais ça s'est vu depuis la première fois que j'ai rencontré, je savais que c'est pas pour toi. Et on a même essayé de te le dire, mais tu n'entendais plus rien. Tu étais purement dans l'émotionnel et là, complètement aveuglé, complètement sous l'emprise des émotions. Le mental ne fonctionne plus. Là, tu as dit, mais moi, après, il y a quelque chose et je monte dans le mental. Et là, souvent, c'est le petit vélo. J'analyse, machin, tout ça. Est-ce que cette analyse, suite à un mental, sans avoir fait un travail de se détacher de l'émotionnel, comment fonctionne ce mental? Il va être nourri par l'émotionnel, il va travailler en connivence avec l'émotion et du coup, ils vont cheminer en collaboration tous les deux. Même pas en collaboration. Réfléchissez un petit peu dans votre vie ce que vous avez pu faire suite à une décision que vous avez prise, suite à une émotion plus ou moins forte. Dans les couples, combien de fois, après une bonne querelle, vous avez dit « ça y est, on se sépare, j'en ai marre ». Et j'ai bien réfléchi, hein. Je vais prendre mes affaires, je vais retourner chez ma mère, je vais prendre, de toute façon j'ai acheté d'argent. Qui n'a pas fait ça? Les enfants, la DAS, va à la DAS, ou si on est séparés, va chez ton père, ou va chez ta mère, parce que comme ça, au moins, voilà. Mais on ne veut pas, mais c'est l'émotion qui nous fait réfléchir comme ça. C'est l'émotion qui nous fait agir d'une certaine manière, pas le mental. Parce qu'après, on revient en disant « Non, mais c'est pas vraiment, je veux pas vraiment te quitter, c'est pas vraiment... Non, mais tu peux rester là et je viens te chercher, je suis désolée. » Parce que là, on a réfléchi qu'en fait, c'était bête et on a agi sous l'émotion. On n'a pas réfléchi. On pense avoir un discernement, mais on n'en a pas. Pensez aux ados qui commencent à avoir un émotionnel et commence à avoir un mental qui commence à fonctionner, qui est complètement sous l'emprise de l'émotionnel. Et certaines personnes adultes même continuent à fonctionner comme ça. Donc les émotions, tant qu'on n'a pas réalisé pourquoi elles sont là et comment elles viennent nous gérer notre vie mentale aussi, on ne peut pas réfléchir vraiment et prendre des décisions vraiment. Regardez au niveau de la politique et quand on va voter. Quand on vote mentalement ou émotionnellement? C'est souvent émotionnel. Trump, il a été élu comment? Mentalement ou émotionnellement? Quand on a des élections, on va toucher quoi chez les gens? Le premier réflexe, c'est de dire « Ah, celui-ci, il faut qu'on le dégage. » Déjà, émotionnellement, on va voter contre quelqu'un. C'est pas mental. C'est pas mental du tout. Et on a la droite, la gauche, le centre maintenant, et l'extrême droite et l'extrême gauche. Mais on n'écoute pas ce qu'il y a autour. On agit, je suis pour ou contre, émotionnellement. Quelqu'un a déjà lu le programme de personnes qui n'ont jamais dépassé 2-3%?
Quelqu'un a déjà lu les programmes? Quelqu'un a déjà lu des programmes? Parce qu'on vote avec les émotions. Ce que moi, ça peut m'apporter. J'ai un ami qui me disait, avant, j'étais socialiste, je votais parce que je travaillais, je n'étais pas patron. Maintenant, je suis patron, ben, je vote droite. Parce que ça me convient, moi, parce qu'il y a des avantages pour moi. Mais on ne réfléchit pas du tout. Pas tout le monde, je suis d'accord, c'est pas tout le monde. Je parle là, voilà, je ne parle pas individuellement. Je parle pas individuellement. Je suis allée à deux réunions publiques dans notre village, deux équipes, et ben là j'arrête pas de réfléchir, et ça c'est pas l'émotionnel, c'est vraiment dans la tête quand même. Donc, je suis comme ça, mais comme je dis, quand on voit, là je parle vraiment de regarder ce qui a été voté en France et comment on vote en France. Pour le vote de l'Europe, là, les votes européens, les derniers votes qu'on a eus. Vous avez vu combien de personnes ont voté pour Le Pen? C'est réfléchi, ça? On réfléchit comment? C'est des gens qu'on ne connaît pas en plus. Contrairement peut-être pour les Oh, mais aussi des gens... c'est déjà autre chose. Ouais. Là-bas, oui, on entend. Ce qu'on nous montre, en fait. même pour Trump, je veux dire, oui, bah, et émotionnellement et mentalement, les choses ne sont pas possibles. Mais ça, c'est parce que... Ça, c'est parce qu'on est déjà dans des personnes qui sont là, ce sont des personnes qui commencent à réfléchir sur certaines choses, commencent à essayer de comprendre certaines choses. Mais quand on regarde le monde comme il est, on voit bien que les gens agissent par émotion. Coronavirus, oh mon Dieu. Avant, il fallait avoir peur des musulmans, ou tout ce qui ressemblait à un musulman, de près ou de loin. Aujourd'hui, on va avoir peur de tous les Asiatiques, de près ou de loin. Voilà. À l'hôpital, j'étais aujourd'hui à l'hôpital, beaucoup de personnes portent des masques, et quand on était dans l'ascenseur, il y avait la moitié qui était comme ça dans l'ascenseur. La peur. Et c'est ce qu'on est en train de nous faire. Or, il y a beaucoup plus de personnes qui meurent tous les jours par des trucs qu'ils attrapent à l'hôpital, beaucoup plus que par ça, des accidents de voiture, etc. L'alcool, le tabagisme, voilà. Beaucoup plus de morts que... la famine dans le monde, etc. Mais bon, ce n'est pas une épidémie, je ne peux pas l'attraper, donc ça va, c'est pas grave. Le sida, et on en passe. Des choses bien plus graves mais bon. Coronavirus, ça va nous faire peur, c'est cool, c'est mondial, c'est génial. Ça nous fait culpabiliser. Quand on regarde les infos, etc., le but c'est de nous faire culpabiliser sur tout ce qui se passe. Tout est émotionnel. Regardez les films, émotionnel. Tout est dans l'émotion. Tout est dans l'émotion, toujours. Même la musique est émotionnelle. On est nourri constamment par l'émotionnel. Nourri ou manipulé finalement, Nourri et manipulé. Parce qu'il n'y a pas, si on n'a pas peur de quelque chose, là aujourd'hui tout le monde est focalisé sur le coronavirus. Et qu'est-ce qui se passe là en ce moment en Amérique? Ah bah tiens, ils vont voter bientôt, ils sont en pleine campagne et machin. Les gens sont plus axés sur le coronavirus que sur ce qui se passe. En France, c'est bien pareil aussi, il y a bien des choses qui sont en train de se passer. On est concentré là-dessus. Qu'est-ce qui se passe mondialement pour qu'on nous fasse mondialement peur? Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne voit pas parce qu'on est orienté là-dessus. Ça nous empêche de réfléchir, ça nous empêche d'aller vers le mental, libérer des peurs et vraiment d'observer ce qui se passe. Heureusement, aujourd'hui, on a Internet, on n'est plus aussi sous l'emprise de. Mais il faut aller chercher, il faut s'ouvrir. Et souvent, on dit, ne réfléchis pas avec la tête, réfléchis avec le cœur. D'un côté, je suis d'accord, mais de la manière dont on en parle, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Réfléchir avec le cœur, pour moi, serait une erreur. Pour la plupart des personnes. Je vous expliquerai après comment on peut réfléchir avec le cœur différemment. Mais si on réfléchit avec
le cœur, c'est pas qu'on a déjà pris une certaine distance, justement, qu'on n'est plus dans l'émotionnel sur le plan physique et le plan mental. Oui, pour des personnes qui sont évoluées. Pour des personnes qui sont évoluées. C'est pour ça que je dis, on en reparlera après. Mais pour la plupart des personnes, quand on leur dit réfléchissez avec le cœur et pas avec la tête. Quand tu abordes un sujet, que tu as un problème, aborde-le avec ton cœur et pas avec ta tête. Prends des décisions avec le cœur, pas avec la tête. Ça veut dire, en fait, prends les décisions avec ton plexus solaire, prends les décisions avec tes émotions. Qu'est-ce que tu ressens? Ah ouais, ça j'adore, j'y vais. Ce n'est pas forcément la bonne situation, ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Au niveau du mental, avec du discernement, là, je prends la bonne décision. Pas au niveau du cœur ou du plexus solaire, du coup. Effectivement. Vas-y. Justement, parce que si on écoute quand on parle d'intuition, c'est bien la voix du cœur, quelque part. Non, c'est la voix du mental. J'expliquerai après. J'expliquerai après. L'intuition n'est pas la voix du cœur. Le mental, il peut le manipuler aussi. Il manipule le mental aussi. Il peut naturellement manipuler, mais c'est surtout à travers l'émotionnel qu'il est manipulé. Donc ils travaillent ensemble. Ils travaillent, malheureusement, ils ne travaillent pas ensemble. Malheureusement, c'est l'émotionnel qui prend le dessus sur le mental qui ne peut pas faire son travail. Parce qu'il est complètement coloré. On reviendra là-dessus. Pour parler du mental, du cœur et de réfléchir avec le cœur, ça veut dire, c'est tout à fait juste, mais à un autre niveau, avec le cœur christique, avec la conscience christique qui se trouve dans le cœur. Mais la conscience christique, le mot le dit bien, c'est une conscience. Ce n'est pas une émotion. La conscience christique, c'est une conscience que nous sommes tous des êtres incarnés et qu'il y a autre chose qui nous anime et qu'on est tous sur un chemin ensemble. Voilà, c'est pas seulement christique, ça peut être de tradition aussi. Je dis conscience christique parce que nous on connaît, voilà, mais je ne parle pas conscience Jésus, le monsieur Jésus-Christ, hein. C'est pas ce que je dis. C'est la conscience christique, c'est la conscience d'amour, mais d'amour qui n'est pas émotionnel. Ok, je pourrais, voilà, je pourrais dire la conscience Krishna. C'est pareil, peu importe. Mais bon, nous on connaît la conscience christique, c'est la conscience d'amour. Christ, ça veut vraiment dire amour. Amour et sagesse. Les deux qui sont liés. Et l'amour, c'est l'unité. Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on connaît. L'autre amour, c'est au niveau du plexus. Et beaucoup de personnes ne sont pas dans cela. Beaucoup, la plupart d'entre nous, en tout cas moi je ne le suis pas, d'être dans cet amour christique où je peux voir toutes les personnes à travers cet œil comment dire, où je vois son être pur qui est là derrière et qui essaye de s'exprimer à travers la personne qui est en face de moi. Bon, moi je suis encore loin, il faut vraiment déjà avoir une bonne maîtrise de soi, une bonne élévation, être bien loin sur son chemin. Donc aujourd'hui, quand on vous dit pense avec le cœur et non pas avec la tête, ça vous dit suis tes émotions. Et on parle du coup de non mais je le sens bien. Émotionnel. Non mais cet homme-là, je le sens bien. Ah ouais, encore trompé. Ouais. Parce que je le sens bien, parce que ça me fait du bien pour l'instant, mais je ne réfléchis pas. Et là, je parle de couple, mais on peut aussi parler de je sens qu'il faut que j'aille habiter là-bas. Et après, j'y vais, et après, j'y suis pas du tout bien. Voilà. Ça aussi. Ouais. Mais je le sens. Je le sens, parce que, pourquoi je le sens? Parce que j'aimerais bien. J'aimerais bien habiter là-bas parce que je me fais tout un film émotionnel de ça et ça sera bien, voilà. Ou non, mais on va avoir 3 enfants, comme ça, ouais, ça sera bien, on sera ensemble, on a 3 enfants, ça sera super, ça sera génial. Ouais. Et après, ça ne se passe pas du tout comme on avait prévu, parce que les enfants... Ils sont ados.
Et surtout, ce sont des êtres humains aussi qui vivent leur propre vie. Donc, voilà, ça coince aussi. Mais dans notre monde de bisounours, ah ouais, c'est cool, c'est beau. Hein, c'est super d'avoir des enfants. C'est super d'avoir des enfants, c'est génial. Mais quand c'est réfléchi, on sait à quoi s'attendre. Quand c'est réfléchi, on sait que l'enfant est un être humain et que l'enfant a besoin d'un accompagnement et qu'il n'est pas là pour mon bonheur, il n'est pas là pour faire ma vie, n'est-ce pas? Mais qu'on va l'accompagner dans quelque chose, que c'est un être humain qui va naître à travers nous et qu'on pourra accompagner. Là, c'est réfléchi. Et on le fait avec amour. L'amour d'une conscience plus christique, amour d'une conscience où on comprend que cet être humain, à travers moi, va pouvoir naître et démarrer dans la vie et peut-être accomplir quelque chose, en tout cas accomplir sa mission qui est la sienne et pas la mienne. Voilà. C'est pas du tout la même chose qu'une personne qui et vas-y, j'ai des enfants, ils sont là pour moi, comment ça, tu as 20 ans, tu quittes la maison et je vais faire quoi? Là, j'ai fait les enfants pour moi, pas pour l'enfant. Vous voyez la différence entre l'amour émotionnel et l'amour réfléchi, l'amour en conscience. Ce n'est pas du tout la même chose. Ok, ami ou ennemi? Effectivement, on peut dire que ça dépend de l'intensité des émotions, mais on a déjà vu que ça peut être une très forte bonne émotion, mais qui forcément n'est pas très bien. Je connais des gens, avant en tout cas, très forte émotion, je me lève à 4 h du matin, je vais en montagne, je fais de la rando, machin, et après je reviens, ça c'est le samedi matin, je reviens le dimanche soir, et complètement cassée, et voilà, et j'ai failli mourir, et tout ça, mais oh, wow, quelle émotion, et je retourne le week-end d'après. Émotion. Fort, une émotion forte, jusqu'à un moment donné où certains y restent, ou cassent quelque chose, ou voilà. Et certaines personnes aussi, après avoir fait des choses comme ça, ont des enfants et se disent « Ah non, on va peut-être se calmer là, parce que oui, c'est une forte émotion, mais maintenant mon émotionnel est tourné vers mes enfants, je ne vais pas faire un truc où je risque de mourir, même si ça me donne un truc émotionnellement, ça me donne l'adrénaline, c'est super. » Mais bon, je suis responsable maintenant d'un petit bout de chou, donc du coup, je vais arrêter de faire ça. Ouais. Donc l'émotionnel, à ce niveau-là, c'est pas du tout réfléchi. C'est pas du tout réfléchi. On se nourrit pour quelque chose. Certaines personnes même arrêtent ou sortent d'une vie pour faire que ça. Ils vont sur une plage faire du surf et ils font du surf tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ils font que ça. Mais ils ne sont pas dans la vie. Si tout le monde ferait ça, à être à l'extérieur de la vie et à vivre que ses émotions, ce serait bien compliqué la vie. Très égoïste, très égocentrique. Ce n'est pas du tout réfléchi. Au niveau du cœur, cet amour du cœur, cette conscience de cœur, on va faire les choses pour le bien de l'ensemble. Et on peut aller faire du surf, hein. Ce n'est pas un souci, ou on peut aller faire une rando, ce n'est pas un souci, c'est pas ça le souci, mais on va le faire en conscience. Émotionnel pur, émotionnel secondaire. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Non, c'est juste pour... parce que moi, ça m'a beaucoup intéressée quand j'ai vu toutes ces émotions qu'on dit secondaires, en disant, oui, effectivement, c'est juste des bons outils de connaissance aussi. En parlant par exemple de la honte, qui est par exemple, ou la culpabilité, qui sont aussi des émotions. Oui, les voir comme des émotions et pouvoir nommer ça, sentir ça... Et pourquoi ce serait secondaire? Parce que je l'ai lu comme secondaire. Parce qu'on parle des émotions primaires. Donc déjà, j'ai regardé à combien, etc. Et puis après, d'arriver derrière toutes ces émotions. Incroyable, plein de synonymes en fait. Je me disais, c'est incroyable tout ce qu'il y a comme synonymes pour ces émotions. Donc je pensais qu'en dehors de la colère, de la joie, de la tristesse, du dégoût, de la peur, il n'y avait pas tout ça derrière. Ok, donc c'est une description de certaines émotions, parce qu'effectivement, il n'y en a pas 36, hein, il y a la colère, la tristesse, les peurs, la joie,
Et voilà, il n'a pas 36 là, effectivement. Voilà. Du coup, effectivement, je peux être en colère ou je peux avoir la haine, mais bon, c'est en lien avec. Voilà. C'est en ça que tu dis qu'il y a des purs. Une frustration, c'est à voir avec la colère, qui peut aussi avoir avec la tristesse. Et les uns. Ok, très bien. Mais ce sont des émotions quand même. Donc peu importe si elles sont primaires ou voilà, peu importe si elles sont primaires ou secondaires. Là, moi, je ne rentre pas dans le truc là, mais effectivement. Les réactions physiques. Est-ce qu'une émotion est une réaction physique? Elle se traduit par une émotion physique, par une réaction physique, je dirais. C'est comme ça qu'elle émerge, je crois. Enfin, je sais pas. C'est souvent la première réaction d'ailleurs, qui est instinctive. D'ailleurs, on réagit physiquement quand on a une émotion forte, que ce soit la peur ou... Est-ce que c'est le physique qui fait ça? Par exemple, là, j'ai peur. Le physique fait qu'il a peur. Mais j'ai pas peur. Donc, est-ce que c'est une réaction physique? C'est pas le physique. Là, j'ai peur. Ouh, là, j'ai peur. Ouh, là, j'ai peur. Je fais physiquement, j'agis comme si j'avais peur. Mais je n'ai pas peur. Et c'est pas parce que j'agis comme si j'avais peur que je vais avoir une peur. Oui, mais là, c'est le mental. Je te dis de réagir, de simuler, Mais, de montrer. Mais c'est qui C'est pas une émotion qui te fait réagir. Voilà, donc c'est l'émotion, c'est ça que je voulais dire, c'est l'émotion qui va agir à travers, ou qui va faire réagir le corps émotionnel, le corps physique. D'accord? Donc c'est pas le corps physique qui va faire une émotion, c'est l'émotion qui va faire réagir le corps physique. On a qu'à voir quand on est dehors, on entend un pétard, plaf, tout le monde est... Tout à fait. Voilà, on réagit. Et parfois, on réagit intérieurement, on ne le montre même pas physiquement. D'où les maladies. Quand on prend les choses en soi et qu'on ne réagit pas physiquement. Le corps réagit, mais caché, à l'intérieur quelque part. Ok, donc ce n'est pas une réaction physique, mais ça engendre une réaction physique, qui peut être une réaction tout de suite ou une maladie plus tard. Oui, c'est ce que j'ai dit quand je dis qu'elle Okay. c'est néfaste aussi sur le physique, comme on dit sur le corps. Ça peut l'être, oui. Que ça soit positif ou négatif, du coup. Est-ce que la posture physique peut induire quand même un état d'être émotionnel? Par exemple, une personne qui se tient très voûtée, en fait, aura plutôt tendance à avoir des émotions, enfin, à avoir difficulté d'être vraiment dans la joie en étant comme ça, alors qu'une personne qui est plus ouverte. Il peut y avoir quand même. Alors, oui. C'est pas forcément une émotion, mais c'est un état d'être qui peut engendrer des émotions, en tout cas, plus. Mais tu viens de le dire, un état d'être. Ouais. Donc l'état d'être, c'est quoi? C'est la traduction. Ça peut être mental, ça peut être émotionnel, Voilà. c'est un état d'être. Ouais. D'accord? Qui va se traduire au niveau du physique. Effectivement, on avait fait des exercices comme ça, où quand on se sent comme ça, ben oui, on se sent plus triste, voilà, fermé, etc. Quand on se sent comme ça, il y a plus une ouverture. Mais les personnes qui sont voûtées comme ça naturellement, qui marchent comme ça naturellement, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une émotion qui fait qu'ils agissent comme ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut voir, on peut même voir nous, comment on se tient. Les mentalistes ou les comportementalistes font ça. Hein. Ils observent une personne, ils savent déjà où il y a un problème, comment il marche, comment il s'assoit, comment est la personne. Ce ne sont pas on peut observer ça. On peut observer ça. Ok. Émotion veut effectivement dire mouvement. Quelque chose qui nous met en mouvement. Ou quelque chose qui, là où je suis, vient me bousculer pour que je sorte de là où je suis. C'est ça une émotion. Me sortir de là où je suis. Me mettre en mouvement.
Et pourquoi il y a des émotions qui sont là, qui nous mettent en mouvement, et souvent on les trouve très désagréables, parce que nous, de nous-mêmes, on ne se met pas en mouvement. On n'aime pas. On aime bien le changement quand c'est nous qui décidons et que ça va comme moi je veux. Autrement, les changements, j'aime pas du tout. On va voir ça un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres idées par rapport au mouvement, justement? Pourquoi ça nous mettrait en mouvement, une émotion? Pourquoi on nécessite d'avoir une telle alerte pour dire « bouge ». Par exemple, quand on vieillit, on se dit « tiens, oh pétard, j'ai déjà une chauffette dans mon anniversaire, j'ai tel âge, il faudrait peut-être que je me remue. » C'est de se dire bah, « jusque-là, je pouvais le faire, je ne l'ai pas fait, je me suis laissée bercer par le temps. Et puis là, le temps de te mettre un coup de pied aux fesses, parce que si tu ne fais pas ça aujourd'hui, demain, tu ne pourras plus le faire. » Ok, mais ça, c'est une prise de conscience. Mais Là, je parle d'une émotion. Genre, il y a quelque chose qui se passe. Les émotions viennent comment? À travers une expérience de vie, des relations qu'on a. Voilà. J'ai peur, je cours. Enfin, je détale. Enfin, je fais poursuivre, j'ai peur. Voilà, tout à fait. Ou quelqu'un qui nous met en colère, ou, voilà, ou une situation qui nous met en colère. Ça vient nous montrer quelque chose. Ça vient nous bousculer. Moi, j'aimerais bien que tout le monde soit cool, sympa, que tout se passe comme moi j'ai prévu quoi, aujourd'hui, ma journée, et pas comme j'ai pas prévu, parce que j'aime bien que les choses se passent comme... Je sais exactement, en fait, comment la vie doit se dérouler. Hein? Moi, je sais. C'est légitime aussi. Hein. Ah, pour mon bonheur, moi, je sais. Hein, tout le monde le sait, pour votre bonheur. Vous pouvez écrire un livre, voilà, le scénario jusqu'à la fin de ma vie. Vous pouvez même écrire comment la fin de votre vie va se dérouler. Pas de souci, on sait exactement comment ça doit se passer. Et pourtant, ça ne se passe pas comme ça. Parce que c'est quand même légitime d'avoir une journée de travail, on rentre et au moment d'aller se coucher, notre ado qui nous dit « Ah, au fait, il faut signer ça pour demain. » Voilà. Faites-la, mais on J'ai pas dit que c'est pas légitime d'avoir une émotion. Ce que je dis, c'est que l'émotion est un clignotant, c'est une alerte qui vient nous dire quelque chose par rapport à notre état d'être. Mais là, dans ce cas-là, par exemple, ça peut être au contraire, il vient faire signer « Ah, ok, c'est super, ça m'intéresse, on partage là-dessus, et puis c'est génial. » Ou après, au moment, ça peut être « Je suis fatigué, j'en ai marre, j'avais envie de ce moment pour moi, et puis l'émotion n'est pas la même pour la même action. » Oui. On réagit différemment. Mais oui, ça peut être il y en a marre, c'est toujours comme ça, tu l'as toujours à 3 heures, tu voulais le dire avant. Enfin, voilà. Ou l'inverse, ah ben c'est super, tu as pensé cette fois, ça évitera que Oui. Enfin, on peut l'appréhender. Voilà, c'est ça. Il y a 1000 possibilités. Et tout dépend comment on est à l'intérieur, comment on va agir par rapport à certaines choses. C'est tout. L'alerte de l'émotion, ça veut dire qu'est-ce que tu fais de cette situation ? Et comment j'agis par rapport à la situation. On va prendre cette idée d'ado. J'ai bossé toute la journée et l'autre à 11h, moi je suis enfin couchée avec mon livre et laissez-moi tranquille. Et l'autre arrive, et en plus il faut ça, il faut que tu signes ça, et en plus il faut que tu dises quelque chose. Et... copier ma signature. Par exemple. Voilà. Mais ça va engendrer une certaine émotion, et cette certaine émotion va nous dire quelque chose sur nous. Ça va nous dire comment moi je suis, peut-être justement, il a toujours fait ça, il vient toujours à 11h, juste quand je vais me coucher pour aller faire signer ou pour un truc, ou maman il fallait ça, et, maman il fallait que tu m'aides à corriger, maman il fallait que... Voilà, toujours à la dernière minute. Peut-être parce que j'ai toujours dit oui. Et le changement, ce serait quoi? Non, je ne signe pas. Je signe jusqu'à 17h.
ou jusqu'à 19h. Et après, je ne signe plus. Ah merde, il y a plein d'excuses. Ah non, mais j'étais fatiguée, puis j'ai oublié, j'ai eu plein de choses. Bon, d'accord. Et toi, tu dis, ben oui, moi aussi j'ai eu plein de choses. Et donc, du coup, moi je signe jusqu'à 19h et après, c'est fini. Je signe plus. Ouais, je te dis, c'est ça. Ça nous alerte sur nos besoins, en fait. Sur nos besoins Tout à fait. satisfaits ou non satisfaits. Absolument. Ça nous alerte là où on est. Ça nous alerte si moi, je suis vraiment en accord avec ce que je suis. Vraiment. On a pris ça comme exemple. Un travail. On travaille quelque part, voilà, et tout va bien. Et après 5 ans, ça commence à moins bien se passer. Tout ça. Même à un moment donné, on nous dit, ben, ouais, d'ici 1 an, on va faire un plan de licenciement économique, là, parce que ça ne va pas du tout bien se passer, là, ça ne va plus. Donc, et là, on dit, ah non, mais quand même, et vite, je vais me syndiquer, comme ça, ils ne peuvent pas me virer tout de suite, on va aller au prud'homme, on va pas se laisser faire, nanana, et je vais réagir par rapport à ça. Parce que surtout, ne changez rien. Moi, j'étais partie pour 30 ans, là. Pourquoi vous me faites ça? Mais si on réfléchit 2 secondes, tu étais bien là? Tu faisais ce que tu aimais de faire? C'était vraiment ton rêve de continuer 30 ans à faire ça? C'est vraiment ce que tu voulais faire dans la vie? Si tu réfléchis 2 secondes. Si tu vas faire un travail un petit peu sur toi, que tu vas une introspection, et tu écoutes un petit peu, c'est vraiment ce que tu voulais faire? Ou j'avais des rêves, mais je les ai mis de côté parce que maintenant je suis adulte quand même. Hein. Faut arrêter de rêver. Je suis responsable, j'ai des enfants, j'ai des trucs à payer. Maintenant, voilà. Et je continue à faire. Et voilà, je travaille, je fais ma petite vie. Je me lève, boulot, dodo, parce que c'est comme ça, hein, parce qu'il faut assumer derrière. Et après, quand je suis virée, ben, tout d'un coup, c'est compliqué. Parce qu'on me fait sortir d'un truc en disant « mais tu n'es pas bien là, là tu n'es pas bien ». Donc on va te bousculer, comme ça tu peux sortir et faire autre chose. Et les personnes qui prennent ça comme un tremplin, d'abord ça va leur faire quelque chose, et après ils mettent les émotions de côté, ils ont appris à travailler les émotions, qu'ils les mettent de côté sans les inhiber, hein, mais ils ont compris que c'était une alerte, ils vont voir ce qui se passe, et du coup ils vont bouger autrement. Ils vont faire autre chose. Et ils vont prendre l'occasion pour faire autre chose. Ah ok, licenciement économique, du coup je peux faire... je peux aller faire une formation, me donner un peu d'argent pour ci, pour ça. C'est super, du coup je peux peut-être retourner à l'école et faire cette école que j'ai toujours voulu faire. Ou essayer de faire ça, même que j'ai jamais eu le temps de le faire. Maintenant je suis payée pour aller... Ah ben c'est cool, je peux peut-être faire quelque chose d'autre. Ouais. C'est ça que les émotions viennent nous dire aussi. Que parfois je refuse, j'y vais pas, je ne veux pas. Je connais comme ça des personnes quand je travaillais dans une boîte. Une personne qui, tous les jours, et ça n'allait pas, et elle n'aimait pas, et les patrons, et voilà. Bon, je trouve que la boîte, elle allait très bien, mais bon, elle n'aimait pas. Elle était plus bien, plus longtemps que moi, elle n'aimait pas du tout. Licenciement économique. Moi, j'étais toute contente parce que j'ai travaillé à mi-temps déjà avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, je ne savais pas comment j'allais faire pour pouvoir, parce que je commençais à avoir plus de clients et je ne pouvais pas encore partir parce que je n'avais pas encore assez d'argent. Et voilà, et donc, du coup, je ne savais pas trop comment faire. Et on dit licenciement économique. Yes, super. Et elle, au lieu de dire oui, super, licenciement économique, en plus, on allait partir avec. Certains d'entre eux sont partis avec beaucoup d'argent. Tout le monde allait être suivi pendant minimum 4 ans avec on pouvait retourner à l'école, etc. Il y avait un coach qui était là à côté d'eux pour leur tenir la main. Vraiment, le truc idéal, syndiqué, prud'homme, on se bat contre. Et pourtant, avant, ils avaient plein de rêves. Mais parce que ça ne s'est pas fait comment eux, ils voulaient que ça se passe, je freine. Ouais. Les émotions, du coup, les font agir au lieu de dire alerte, ah ben oui, j'ai peur, il y a quelque chose qui se passe, j'ai peur, je fais un pas en arrière, ok, mais de quoi j'ai peur? Ah ben oui, c'est vrai que là, je sors de quelque chose qui est sécurisant, voilà, qui me confortait, mais là, il faut que je fasse un pas
pas à l'extérieur, j'ai peur. Bon, je vais me faire aider si j'ai peur. Je peux aller voir des personnes pour me faire aider. Justement, il y a le coach à côté qui va pouvoir m'aider, me sécuriser sur mes prochains pas, etc. Ok, super. Mais certaines personnes restent avec la première émotion qui est non, je ne veux pas que ça change. Je ne veux pas que ça change. Je n'ai pas décidé. C'est moi qui décide. Du coup, je vais vous poser une question. Je sais qu'on aime bien vendre ça, mais est-ce que vous choisissez réellement votre vie? Regardez un petit peu votre vie jusqu'à maintenant. Vous avez tout choisi? Est-ce que vous choisissez tout? Comment les collègues avec qui vous travaillez? Aujourd'hui, il pleut, vous l'avez choisi, ça? Il y a beaucoup de choses qui sont indépendantes de notre volonté. La seule chose qu'on puisse choisir, c'est, par exemple, là je parle de moi, d'être là ce soir pour... moi j'en suis à un point de dire, ça je suis obligée de le faire, ça je suis obligée de le faire. C'est pas toujours ce que je voudrais, mais bon, la vie a fait que j'ai fait. La vie a fait que... Mais moi je suis pas comme ça, où les gens qui sont autour de moi, alors lui il me pollue, etc. Mais moi je vais faire en sorte de m'adapter à ce qu'il y a autour en ayant une autre attitude et aller vers une attitude positive. C'est moi qui... Je vais m'adapter. Alors attention, je ne vais pas tout accepter, mais je vais essayer d'avoir une autre sensibilité à ce qui m'entoure pour ne pas me polluer en fait. Très bien, mais ça veut du coup bien dire que ce qui m'entoure, c'est pas forcément ce que je veux. la vie se fait. La vie se fait, nous on est dedans. On ne choisit pas forcément. Pas choisi que son véhicule tombe en panne samedi, pas choisi ça. On croit faire des choix. On croit parfois faire des choix, mais non. Parfois, c'est la vie qui nous force à faire des choix. Voilà. Mais quand on va surfer sur la vie, on a beaucoup moins d'émotions qui viennent nous perturber. Parce qu'on accepte ce qui est. Et quand on n'accepte pas ce qui est, c'est là où les émotions rentrent. Après, on a mal aussi, parce que j'ai mal au ventre tout le temps. J'ai mal au ventre tout le temps, oui, parce que demain, j'ai travaillé, parce que là, j'ai fait ça, parce que lui, il m'a gonflé, parce que lui, il m'a obligé à faire que... Parce qu'on pense, parce qu'on refuse, et on pense pouvoir refuser, ou on pense parfois pas devoir être obligé à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, d'accord? Mais en fait, si les gens comprennent que nous, on ne choisit pas la vie, je peux choisir, on revient sur les enfants, je peux choisir avoir un enfant, mais je ne choisis pas comment il va être l'enfant. Ça, moi, j'y peux. Je peux choisir avoir un enfant avec un conjoint, mais ce n'est pas moi qui choisis si avec ce conjoint on va rester toute notre vie. J'en sais rien. Je peux choisir d'avoir un enfant, mais la vie, elle ne veut pas. Mais je ne peux pas. Absolument. Mais du coup, avec l'enfant, tu choisis d'avoir un enfant, mais tu ne choisis pas comment il va être. Par contre, tu choisis, toi, ton choix, c'est comment tu vas vivre, ce qui va se passer. Oui, tu vois, tout à fait. Dire, comment je vis. ok, la vie, je vais l'accompagner là-dedans. Absolument. Ou tu choisis de ne pas le faire, ou tu restes en résistance. Ton choix, il est là. C'est faire avec ce qui est, avec une proposition qui est. Et tu peux choisir que pour toi tout le temps. Sauf que souvent, on essaie de choisir pour les autres, pour que ça nous arrange. Pour que ça nous arrange. Parce qu'on propose quelque chose, là. Ton choix, il est de l'accepter ou pas d'accepter, de faire ce qu'il faut pour bien le vivre ou pas. Tout à fait. Mais tu ne peux pas choisir que ça change en face. Qui peuvent faciliter nos choix. Mais les personnes, souvent, ils ne prennent pas les choix. Parce qu'ils ont peur. Du coup, ils se contentent à rester là où ça ne va pas. Ils ont peur du changement. Et qu'est-ce que ça fait? Les émotions deviennent de plus en plus grandes. Et qu'est-ce qu'on fait? On les cache de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On tombe malade. Et certaines personnes vont même utiliser certaines maladies comme effet secondaire, bénéfice secondaire, pour plus faire ce qu'ils étaient
non mais je ne peux plus m'occuper de toute la famille tout le temps, de me lever tout le temps à 6 heures du matin pour m'occuper de toute la famille parce que ben, j'ai une sciatique. Je ne peux plus. Donc maintenant, ben, c'est toi qui dois faire les courses et c'est toi qui dois faire le ménage et c'est toi qui dois faire... Moi, je ne peux pas, j'ai une sciatique. J'ai été opérée, hein, mais ça n'a pas marché, j'ai une sciatique. Parce qu'on a trop peur d'écouter réellement l'émotion qui vient nous dire « mais tu n'es pas d'accord là ». Ok, je ne suis pas d'accord. J'arrête de faire le ménage. Parce que j'en ai marre de faire le ménage pour tout le monde tout le temps. Non, j'arrête de faire le ménage. J'arrête de signer. À partir de 19h, signe plus. Une personne comme ça qui m'avait dit, ils ont un chat, tout le monde voulait le chat à la maison, et c'est toujours cette personne, donc la femme et la fille, qui nettoyaient le truc du chat, la litière du chat. Et le mari, il passait, il disait, la litière du chat a besoin d'être changée, hein, ça se sent là. Et donc elle le faisait. À un moment donné, elles ont dit, non mais attends, en fait il ne le fait jamais, il dit que ça pue, ça sent pas bon, mais il ne le fait jamais. On va arrêter de le faire. Et on va arrêter de nettoyer la litière. Donc tous les jours, ils disent, oh, ça sent quand même, hein, on ne l'avait toujours pas changé, ça sent quand même. Hein. Oh non, 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 ça va. Jusqu'à un moment donné, il l'a fait lui. Ça a duré plus d'une semaine, hein, mais au moment, il l'a fait lui. Et du coup, on est rentré dans un truc où on a commencé à que tout le monde puisse le faire. Voilà. Donc au lieu de dire et tu le fais jamais, et c'est toujours moi qui dois le faire, et je suis très en colère parce que, on dit ben, attends, qu'est-ce qui se passe en moi? Ah, mais je suis pas. J'ai une colère par rapport au fait que il fait pas le truc du chat là, ok. Donc du coup, ben, comment je vais réagir par rapport à ça? Fétiche, je peux sortir ma colère et donc lui crier dessus, hein, voilà, ça je peux le faire, mais du coup il ne veut toujours pas le faire et on va s'embrouiller. Et de toute façon, c'est toi qui voulais un chat, t'as qu'à t'en occuper. Hein, voilà. Hein, très bien. Ou simplement, je prends un pas en arrière et dis, mais moi je m'en détache, parce que je me donne la responsabilité de, mais du coup je lui enlève la responsabilité et moi ça me met en colère, parce que lui il ne fait rien. Mais pourquoi il irait nettoyer la litière s'il y a 2 femmes qui le font à la maison? Il n'a pas de problème de nettoyer la litière. Qui peuvent faciliter nos choix. Mais les personnes, souvent, ils ne prennent pas les choix. Parce qu'ils ont peur. Du coup, ils se contentent à rester là où ça ne va pas. Ils ont peur du changement. Et qu'est-ce que ça fait? Les émotions deviennent de plus en plus grandes. Et qu'est-ce qu'on fait? On les cache de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On tombe malade. Et certaines personnes vont même utiliser certaines maladies comme effet secondaire, bénéfice secondaire, pour plus faire ce qu'ils étaient. Non, mais je ne peux plus m'occuper de toute la famille tout le temps, de me lever tout le temps à 6 heures du matin pour m'occuper de toute la famille parce que ben, j'ai une sciatique. Je ne peux plus. Donc maintenant, ben, c'est toi qui dois faire les courses et c'est toi qui dois faire le ménage et c'est toi qui dois faire... Moi, je ne peux pas, j'ai une sciatique. J'ai été opérée, hein, mais ça n'a pas marché, j'ai une sciatique. Parce qu'on a trop peur d'écouter réellement l'émotion qui vient nous dire « mais tu n'es pas d'accord là ». Ok, je ne suis pas d'accord. J'arrête de faire le ménage. Parce que j'en ai marre de faire le ménage pour tout le monde tout le temps. Non, j'arrête de faire le ménage. J'arrête de signer. À partir de 19h, signe plus. Une personne comme ça qui m'avait dit, ils ont un chat, tout le monde voulait le chat à la maison, et c'est toujours cette personne, donc la femme et la fille, qui nettoyaient le truc du chat, la litière du chat. Et le mari, il passait, il disait, la litière du chat a besoin d'être changée, hein, ça se sent là. Et donc elle le faisait. À un moment donné, elles ont dit, non mais attends, en fait il ne le fait jamais, il dit que ça pue, ça sent pas bon, mais il ne le fait jamais. On va arrêter de le faire. Et on va arrêter de nettoyer la litière. Donc tous les jours, ils disent, oh, ça sent quand même, hein, on ne l'avait toujours pas changé, ça sent quand même. Hein. Oh non, 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 ça va. Jusqu'à un moment donné, il l'a fait lui. Ça a duré plus d'une semaine, hein, mais au moment, il l'a fait lui. Et du coup, on est rentré dans un truc où on a commencé à que tout le monde puisse le faire. Voilà. Donc au lieu de dire et tu le fais jamais, et c'est toujours moi qui dois le faire, et je suis très en colère parce que, on dit ben, attends, qu'est-ce qui se passe en moi? Ah, mais je suis pas. J'ai une colère par rapport au fait qu'il ne fait pas le truc du chat là, ok. Donc du coup, ben, comment je vais réagir par rapport à ça? Fétiche,
Je peux sortir ma colère et donc lui crier dessus, hein, voilà, ça je peux le faire, mais du coup il ne veut toujours pas le faire et on va s'embrouiller. Et de toute façon, c'est toi qui voulais un chat, t'as qu'à t'en occuper. Hein, voilà. Hein, très bien. Ou simplement, je prends un pas en arrière et dis, mais moi je m'en détache, parce que je me donne la responsabilité d'eux, mais du coup je lui enlève la responsabilité, et moi ça me met en colère, parce que lui il ne fait rien. Mais pourquoi il irait nettoyer la litière s'il y a 2 femmes qui le font à la maison ? Il n'a pas de problème de nettoyer la litière. Et si quelqu'un d'autre le fait à sa place, pourquoi il le ferait ? Il suffit qu'ils disent « Oh, ça sent mauvais » et hop, on change la litière. Il dit les mots magiques. Lui, il n'avait aucun souci. Et il ne savait pas que les autres avaient un souci. Et ça aurait pu, et c'est comme ça qu'on a des problèmes dans les couples souvent, parce qu'on prend, et après on explose. Or, si moi j'ai une émotion parce que quelque chose se passe dans une relation, dans la vie, souvent dans une relation, que ce soit amicale, au travail ou en couple, hein, je laisse grandir ça au lieu de dire « Oh, attends, il y a un truc qui ne me va pas. C'est quoi qui ne me va pas? Pourquoi ça ne me va pas? C'est quoi qui me dérange en fait? De quoi j'ai, comme tu disais, mon besoin, il est où ?» Mon besoin, c'est que tu viennes après 19h pour me faire signer des trucs. Tu apprendras à copier ma signature s'il faut, mais moi je ne signe plus après 19h. Voilà. Parce que moi, ça me dérange. Moi, ça ne me va pas. Et c'est de pouvoir le dire à l'autre. Mais du coup, pas en criant, pas « ouais, sur pareil, j'ai jamais un moment pour moi ». Non, simplement, tu vois, là, non. Là, moi, j'ai besoin, j'ai une journée comme toi, machin, plein de choses. Là, plus rien. On me laisse tranquille. Voilà. Ça, c'est bien pour les personnes qui sont aptes aussi à changer et à ajuster leur comportement. Avec d'autres personnes pour qui c'est plus compliqué, c'est là où aussi ça peut... où on a plus de mal à gérer, je pense notamment. Et on sait qu'il y a des choses ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas. Donc émotionnellement, pour les personnes autour, en voyant ça, quelque chose qui ne bougera jamais, ça c'est très délicat. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là quand on sait que ça ne bougera jamais chez l'autre? Je disais tout à l'heure, c'est une question de choix. La personne, elle pense qu'elle n'a pas le choix. Et oui, parce que c'est... Voilà, de toute façon... Oh non, mais même si on lui donne le choix, oui mais. Vous connaissez le film Oui mais? Regardez, très bien. Oui mais moi, oui mais les médicaments je ne supporte pas. Oui mais. Voilà. Qu'est-ce que nous, la personne, elle a le droit d'être comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on prend comme responsabilité là-dessus? Nous, comment moi je réagis? Qu'est-ce que ça me fait à moi? Et quels sont mes besoins à moi? Et comment moi je peux faire entendre mes besoins d'une certaine manière? Et comment moi je prends soin de moi? Pour moi, malheureusement, même si on n'a pas envie, on ne peut que se détacher, parce qu'une fois qu'on lui a tendu la main et qu'on essaye de l'aider, on ne peut pas forcer les gens à venir. Oui, mais c'est quelque part, comme on sait qu'il y a des solutions pour aller mieux et que la personne ne s'en saisit pas, c'est parler pour ne rien dire tout le temps, quoi. Et c'est fatigant quand on a d'autres choses à gérer et que voilà, c'est tout. Et pourquoi tu le fais? Pardon? Et pourquoi tu le fais? Pourquoi je fais quoi? Donner des solutions? Ah, c'est pas donner ces solutions, c'est que... maintenant, je les donne plus, parce que ce sera la peine. Mais d'avoir tout ça, tout le temps sous les yeux, quelqu'un qui se morfond. Quel est ton choix là-dedans? Elle choisit de se morfondre. Ok, c'est son choix. Quel est ton choix? Moi, mon choix, je veux dire, ça me semble un peu aberrant, quoi. Quel est ton choix? Là, c'est un jugement. Quel est ton choix dans cette situation? Mon choix, en fait, je m'aperçois que je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Donc, ton choix, c'est d'accepter. D'essayer d'accepter. Ton choix, c'est d'essayer d'accepter quelque chose que tu n'aimes pas. Ouais, c'est dommage. C'est ça. C'est son choix d'accepter quelque chose qu'elle ne veut pas accepter. En fait, c'est l'impuissance, en fait, qui est détestable. Ok, donc tu choisis de ressentir de l'impuissance par rapport à une situation. Tu choisis ça. Est-ce qu'elle aurait un autre choix? J'ai eu un peu l'expérience similaire, on va dire. Au travail, j'avais un collègue qui était dans mon
partir de là, il est allé dans un autre bureau se faire un calcul. Sûrement. Mais mon choix, c'était, je lui ai fait comprendre, je peux accepter ça. C'est son choix. Voilà. Mais pendant mon choix, pendant longtemps, ça a été, bon, allez, c'est bon, je vais écouter. C'était un choix. Alors, moi, c'est vrai que je n'ose pas trop dire ça, si j'écoute. C'est un choix. Mal pris, quoi. Voilà, parce que je sais que la réaction ne va peut-être pas forcément être bien prise et que c'est pas le moment, c'est une vieille personne, enfin, c'est bon quoi. Mais c'est toujours cette. Mais tu as là, tu prends le choix de dire c'est une personne âgée, donc je choisis de me mettre moi de côté et mes besoins de côté pour la personne. C'est un choix, mais fais-le avec la joie alors. Ah, peu importe le choix que vous faites. Moi, j'avais une personne comme ça. Elle n'était pas heureuse dans son mariage, donc elle se plaignait. Parce qu'elle n'était pas heureuse, elle aimerait bien partir, mais elle se plaignait aussi de partir. Je dis, écoute, là tu viens pleurer chez moi depuis 1 an, c'est très bien, maintenant fais un choix. Ou tu pars, tu arrêtes de pleurer, ou tu restes et tu arrêtes de pleurer. Mais là, tu fais rien et tu pleures. Et tu veux faire ça combien de temps encore? Il faut faire un choix. Mais peu importe le choix que tu fais, tu le fais, non, toi. Non, mais je veux dire pour. Oh, non, 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 tu n'as pas à faire son choix, elle. Vous n'êtes pas Dieu. Dieu ne fait pas de choix pour nous. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'elle, c'est difficile pour elle de faire des choix. Mais on s'en fout d'elle. Parce que déjà, elle n'est pas là. Non, on s'en fout de l'autre personne. Ce qui est important, c'est quel choix moi je fais. Mon fils peut se droguer, héroïnomane. C'est son choix. Je peux lui dire, ok, tu as le choix, tu as ça ou ça. Voilà, débrouille-toi. Moi, après, j'ai un autre choix. Je le prends chez moi, je m'en occupe, je vais lui acheter son héroïne parce qu'il ne peut pas faire sans, etc., pour pas qu'il aille voler, machin, tout ça, je lui donne de l'argent, je le nourris, c'est mon choix. Ou je peux dire, bah, écoute, tu as fait ce choix-là, moi c'est très bien, je ne vais pas me pourrir la vie à cause de toi, par contre, pourris-toi la tienne si tu veux, mais pas la mienne, dehors. C'est mon choix. Quel est le meilleur choix? C'est très dur. Et oui, parce que Quel est le meilleur choix? Il n'a pas de bon choix. soit elle lui donne tout et elle culpabilise toute la journée de faire ça, soit elle lui dit bah tu pars et elle culpabilise parce qu'il ne sait pas où il est. Et peut-être, voilà. Donc, Ah non, 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 non. Si moi je dis, non, non, soit je fais ça et du coup je suis là complètement, je fais le choix de rester pour mon fils qui se drogue, tout ça, mais je le fais avec le sourire, du coup, il ne faut pas que j'aille me plaindre parce que j'ai fait le choix de m'occuper de lui. Ou je fais le choix de ne pas m'occuper de lui parce qu'il a choisi cette vie et c'est son droit, hein, si tu veux. Par contre, s'il veut t'en sortir, tu peux venir frapper à ma porte. Mais autrement, non, si tu fais ça, va voir ailleurs. Parce que moi, je ne veux pas me pourrir la vie à cause de toi. Donc moi, j'ai fait le choix comme ça. Et je vis ma vie. Et j'ai fait le choix conscient de le laisser vivre sa vie. Et je ne me demande pas où il est, ni ce qu'il fait, et je ne me sens pas du tout coupable. Donc le bon choix, c'est celui où on est en accord avec nous-mêmes. Voilà. C'est pas dans le fait, en fait. Pas dans une obligation, je suis sa maman, il faut que je l'aide quand même. Pas du tout. J'ai pu l'aider jusqu'à 16 ans. Après, ils se débrouillent. Hein. Après, ils se débrouillent. Ils vivent leur vie. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de la vie de l'autre. Comme je ne suis pas responsable de l'alcoolisme de mon mari. Je suis obligée de rester avec lui. Pas responsable. Ou je peux faire le choix de continuer à être responsable après 16 ans jusqu'à ses 30 ans ou jusqu'à... Absolument. Mais si j'ai ce choix-là, je ne vais pas me plaindre. C'est que ça. Je ne me plains pas. Je disais, j'ai un mari qui me bat, je reste avec ou je reste pas avec. Mais j'arrête de me plaindre. La première fois qu'un conjoint te bat, c'est la faute du conjoint. La deuxième fois, c'est la tienne. Tu as choisi de rester. Tu lui as donné l'autorisation de te frapper encore une fois. J'ai autorisé mon fils, héroïnomane, de rester là. Et du coup, il peut me faire tous les coups. Je l'ai autorisé. Je ne vais pas me plaindre. Je lui dis d'accord. On a le choix. Mais faites chaque choix en conscience, avec le sourire. Pas émotionnellement. Parce que si on fait le choix émotionnellement, donc la culpabilité, tout ça, ben là, effectivement, on se sent mal. Mais si vous faites avec un discernement clair et net, je fais ce choix-là. Ben voilà. Moi, j'ai un enfant handicapé,
j'en prends soin, j'ai choisi d'arrêter de travailler et maintenant je fais que ça. Et je ne vais pas me plaindre que j'ai plus de vie, je ne vais pas me plaindre que j'ai plus ci, je ne vais pas me plaindre que j'ai plus ça, parce que j'ai fait ce choix conscient de m'en occuper. J'ai un enfant handicapé, pareil, même handicap, et moi j'ai fait le choix de le mettre dans une maison et de le prendre que de temps en temps pendant les vacances, parce que moi, je ne peux pas. Et je ne me sens pas coupable ni rien, parce que c'est bien pour l'enfant, c'est bien pour moi. Si je l'aurais avec moi, à un moment donné, je l'étranglerais, je ne pourrais pas. Parce que mon besoin, je ne peux pas le faire. Ok, je fais un choix. Et nos émotions nous aident à mettre le doigt sur ce choix. Après, c'est la gestion qu'on en fait, parce qu'on a beau prendre les choix, mais certes, il faut arriver à se détacher du regard extérieur. C'est un choix. Oui, c'est ça. Encore une fois, c'est un choix. Est-ce que je veux vivre pour garder la face? Ou est-ce que je veux vivre en accord avec moi? Non, après aussi, il y a le choix de ça, mais après, il y a des choix qu'on a été obligé de faire dans le sens où la vie elle est comme ça. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui était proche de nous, etc. Et c'est vraiment bien, enfin, au niveau émotion, c'était très fort, ça allait. Et puis cette personne a disparu. La vie ne nous a pas laissé le choix. Et il va falloir faire avec. Mais ce n'est pas la vie. La vie, elle ne nous donne jamais le choix. Ah oui, mais nous, il va falloir s'adapter. Nous, il va falloir faire un choix de comment on vit avec ce que la vie nous donne. C'est difficile. Parce qu'on ne refuse de faire certains choix. Mais moi, je refuse, souvent, on refuse d'accepter que ce soit comme ça, n'est-ce pas? Je refuse d'accepter que ce soit comme ça. Je refuse d'accepter que cette personne soit décédée. Je refuse, je ne veux pas que ça soit vrai. Je refuse d'accepter que mon conjoint soit parti avec une autre. Je refuse d'accepter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Mon choix, c'est de refuser d'accepter, donc mon choix, c'est d'en souffrir pendant des années, des années, des années, et de jamais refaire ma vie. Ok, c'est un choix. Personne ne m'a forcé. Une personne est décédée, je peux pleurer à côté pendant des années, des années, des années, des années, des années, des années, et être triste à chaque fois que et hop, et je recommence à pleurer. C'est un choix. De toute façon, il ne va pas revenir. Hein. La vie nous a mis quelque chose et c'est fait. Ça, c'est voilà, c'est une expérience. Elle ne va jamais changer. Ah ben voilà, accepte qu'elle ne changera jamais. C'est comme ça. Tu dis à ton fils, ben non, après 19h, je ne signe plus. Et que lui il se met en colère, ouais, mais c'est toujours pareil, mais moi, comme les ados savent faire. Ben ouais. Maintenant, tu as le choix de te sentir coupable aussi. Oui, et du coup, vite, elle est signée. Il y a plein de choses qui nous empêchent d'accepter les situations quand même. C'est ça qu'il faut comprendre à désamorcer pour pouvoir changer. Parce que là, enfin, c'est des choses qui nous appartiennent, ça. Oui, et c'est là justement le choix est souvent fait émotionnellement, au lieu que le choix est fait à partir de l'émotion. Au lieu qu'on aille voir qu'est-ce que l'émotion vient me dire sur moi, sur mes besoins. Oui, mais quand on prend le coup d'un décès, quand même, c'est compliqué. L'émotion est très très violente. Hein. Toute la place. Hein, ça peut être dur à gérer, je veux dire, à se poser des questions. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Pas tout de suite, naturellement, pas « Ah, tu meurs, ok, je suis triste, qu'est-ce que ça vient faire en moi ?» Naturellement pas, ça ne va pas comme ça. Ça peut prendre un certain temps, on parle du deuil, etc. Voilà. On ne prend pas des décisions comme ça. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a l'émotion qui est là, qui est très forte. Voilà. Mais une fois que l'émotion, on l'a compris, on a pointé du doigt, etc., on n'est pas rentré dedans, on n'est pas resté dedans, surtout. On l'a traversé. Et quand on ressort à la fin, on dit « Ok, maintenant, la personne est décédée. » Je l'aimais beaucoup, c'est vraiment quelque chose de très proche, voilà, très bien pour moi, etc. Qu'est-ce que je choisis de faire? Continuer à vivre le deuil pendant encore 5 ans, 10 ans, 30 ans, le reste de ma vie? Ou est-ce que je choisis de continuer ma vie? C'est un choix conscient. Mais on peut le faire quand on est sorti de l'émotion. Quand on a traversé l'émotion et qu'on accepte cette émotion. Face à la situation, qu'on accepte que c'est quelque chose. Ce n'est que quand j'accepte l'émotion par rapport à que quelque chose peut évoluer. J'accepte l'émotion, je la traverse, et du coup, j'accepte aussi la situation.
peut être accepter d'avoir peur face à un changement. Absolument. Et d'accepter cette peur, aller la voir. J'accepte que j'ai peur. J'accepte que j'ai peur de changer de métier parce que j'accepte que j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. J'accepte que j'ai peur de... J'accepte. J'aimerais bien quitter mon mari parce que j'en peux plus de vivre avec, mais j'ai peur de mon futur. J'ai peur de... Je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec les enfants. J'ai peur. Ok, très bien. Je vois cette peur. Je comprends ce qu'elle est. Mais mon choix réel, c'est quoi? C'est de rester et du coup me sentir mal ou aller vers autre chose. Et chaque changement amène une émotion. Chaque changement amène une émotion. Une émotion, c'est une crise. Et chaque instant où je réalise mon propre besoin, et donc du coup, je réalise que mon besoin est là et je suis là, j'ai le choix de rester là ou d'aller vers mon besoin. Souvent, si je suis là, c'est que c'est confortable pour tout le monde, et que si je change pour aller vers mon besoin, ça va créer quelque chose de pas bien, une crise avec mon entourage. Si je dis à mon fils, 19h, après je ne signe plus, ça va créer un souci. Il ne va pas être content. Et après, il risque le mari d'avoir derrière, comment tu exagères, hein, tu pourrais quand même signer. Voilà. Ça risque de créer une crise autour. D'accord? Mais si moi j'ai fait mon choix, allez-y, ça peut être une crise, parce que tout changement amène une crise. Dans le cas de la signature, par exemple, il y a cette crise aussi, on est là, bon, alors on se dit, bon, je ne signe pas, et on va se prendre la tête, on va arriver à faire des remarques, machin, hein. On se dit, finalement, je signe, et puis, hop. Voilà. On n'est pas d'accord quand même. Mais j'écoute les besoins des autres, voilà. Mais et si pas le mien. Cette émotion qui va faire une crise, effectivement, parce que du coup, l'autre côté, il va falloir qu'il change aussi. Bon, il va falloir qu'il se prenne en main pour faire signer avant 19h, ça fait... On change, du coup, ça change tout. Il y a beaucoup de possibilités. Oui, tout à fait. Mais le premier choix qu'on a, toujours, c'est qu'est-ce que moi je choisis? Est-ce que j'écoute mon besoin vraiment? Et est-ce que je l'écoute au niveau émotionnel ou est-ce que je l'écoute avec un discernement? C'est ça qui est important. Et chaque changement est accompagné par une crise. C'est inévitable, petite ou grande crise. Chaque changement. Oui, je pense qu'on a toujours le choix. On a le choix. Le conditionnement Tout à fait. Il faudrait qu'on se le répète encore aujourd'hui. On a le choix d'écouter nos besoins ou pas. On a le choix d'être en accord avec ce qui est moi ou pas. Mais surtout, on a le choix pour nous, c'est pas le choix pour les autres. Absolument, absolument. Parce qu'on fait souvent des choix pour les autres. On veut faire des choix pour les autres. Tout à fait. Moi, je peux parler de... Je reviens à l'émotion. Je peux parler des émotions qu'on ne choisit pas d'éprouver. Par exemple, on va regarder une scène. Toutes les deux, on va regarder une scène, ou je ne sais pas, un film. Pourquoi moi, je vais éprouver des émotions qui vont me bouleverser, qui vont me faire du mal? Et pourquoi toi, à côté, tu vas pas éprouver les mêmes choses que moi? Une émotion. Une émotion, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient me heurter, qui vient me dire, qui vient m'alerter qu'il y a quelque chose qui vient me heurter. Si j'ai un problème avec ma famille, je ne me sens pas aimée dans ma famille, tout ça, et je regarde la petite maison dans la prairie. À chaque fois je pleure. La petite famille qui s'adore, le papa qui t'écoute, et la maman qui machin, les frères et sœurs, ils s'entendent tous à merveille. Et moi, j'ai pas ça à la maison. Et c'est tellement... Et pourquoi je pleure? Parce que moi, j'aimerais bien que ça se passe. Donc, j'ai une émotion qui vient me dire, t'es encore coincé là-dessus? T'as encore pas accepté que la vie, ce que ta vie a offert? Tu veux encore autre chose que ce que la vie t'a offert? C'est quoi l'acceptation? Non, pas forcément. Moi, par exemple, je ne sais pas, je vais voir, je passe devant une personne qui est malade ou un SDF. Je vais éprouver des émotions, mais très très fortes. Ça va me bouleverser. Que la personne à côté, elle va passer, mais elle s'en fiche complètement. C'est ça que je parle, des émotions qu'on éprouve et qu'on ne choisit pas. C'est pas que tu choisis pas, l'émotion on ne choisit pas vraiment, jamais, mais c'est que tu as une expérience de vie
Et l'émotion vient te dire que cette expérience de vie vient t'apprendre quelque chose sur toi. Peut-être que tu es trop sensible. Peut-être que tu te mets trop à la place de quelqu'un. Voilà. Ça vient, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Hein, mais ça veut dire quelque chose. Est-ce que c'est fonction de notre vécu, notre histoire, de nos blessures? Parce que sur la même situation, effectivement, on peut réagir avec des émotions différentes. C'est le masque qu'on a. C'est ce que moi je pense qui devrait être, ce qui ne devrait pas être. C'est moi en tant que Dieu qui pense que c'est juste, c'est pas juste. À comprendre que qu'est-ce que l'émotion vient me dire. En fait, il faut s'accepter soi-même. Quelque chose de très simple. Très simple. Si vous êtes face à une expérience de vie qui vous donne une émotion, posez-vous la question, tout simple, comment je me sens sans cette émotion? Face à cette expérience, comment je me sens si je n'ai pas cette émotion? Comment je suis sans cette émotion? Et là, vous allez arriver au discernement. Vous allez arriver au mental et pouvoir prendre une décision qui sera plus juste. Vous savez, par exemple, devant le SDF, on passe et on dit comment je suis sans cette émotion d'hypersensibilité. Non. Comment je suis... Ok, l'SDF, quand je le vois, je peux me sentir coupable. Que moi je vais bien, que moi j'ai de quoi manger, et que lui non. Voilà. Comment je me sens sans cette culpabilité? Comment je suis sans cette culpabilité? Ça ne veut pas dire que je suis indifférente, je me fous du SDF. Mais comment je suis sans cette culpabilité? Tranquille, quoi. Tranquille. Et du coup, je vais peut-être voir le SDF aussi en train de dire, voilà, il est quand même un petit peu alcoolisé, tout ça. Non, je sais pas. Et là, devant une autre personne, SDF aussi, qui est à l'extérieur, non, mais toi, tu as 21 ans, tu ferais mieux d'aller bosser quelque part, hein, parce que, voilà. Toi, ok, tu as l'air de vouloir faire quelque chose, mais tu n'y arrives pas, ben toi, je vais te donner 10 €. Avec plus de discernement. Je ne dis pas que j'ai raison. Hein, je ne dis pas que j'ai raison. Mais il n'y a pas d'émotion, il y a un discernement. Tout à fait. Une personne me parle mal au travail. Il est vraiment terrible. Voilà, il est toujours en colère. De toute façon, s'il me reparle comme ça, moi-même je suis en colère. Ok. Face à cette situation, comment je suis si je ne suis pas en colère avec cette personne? Ben, du coup, je peux peut-être voir qu'il ne va pas bien, il est mal. Que cette personne, de toute façon, il est en colère parce qu'il essaie de garder une emprise sur tout le monde, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et je vois ça, et donc du coup, je dis, ouais, je m'en vais. Je réponds. Je réponds plus. Ou on peut répondre même des fois avec plus approprié. Tout à fait. À répondre vraiment à quelque chose qu'il n'avait pas vu lui et il comprend. Et qui va faire que je ne suis plus en train de réagir face aux expériences, mais de agir par rapport à ce que moi je suis au centre, je agis, il y a quelque chose de bien plus beau qui rentre en moi. Parce que quand je fais cette phrase, comment je suis sans cette émotion, comment je suis sans cette peur, il y a quelque chose à l'intérieur, il y a une qualité qui naît à l'intérieur. Et du coup, les expériences de vie, je les vis différemment. Ce qui est difficile, c'est l'effet yo-yo sans arrêt. Je vais bien, donc c'est super. Et pourquoi on a l'effet yo-yo? Parce qu'on n'est pas complètement en accord avec ça. Parce qu'on veut que la vie se passe comme moi j'ai décidé qu'elle se passe. Pour ça que je suis en yo-yo. Mais les vagues, elles viennent. Quand on apprend à surfer, on prend les vagues qui sont là. Hein. Et parfois, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. Je ne vais pas commencer à taper, être en colère contre la mer. Hein, j'ai envie d'aller faire du ski, mais il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige, hein, il veut que je te dise. Il n'y a pas de neige, voilà. Je ne vais pas moi, faire un truc contre le ciel, tirer sur le ciel. Pourquoi tu ne donnes pas la neige? Je suis en colère contre la neige.
On sait bien que ça ne sert à rien. Pourtant, on fait ça dans la vie avec des expériences que certaines personnes nous amènent. On est en colère contre. Mais parce que moi, je veux que ça se passe comme ça. Déjà. Et écoutez vos besoins. Comment je suis sans cette émotion? Comment, pour revenir à ce fils qui est drogué, et j'ai une culpabilité de le laisser partir. Comment je suis sans la culpabilité? Du coup, je vais peut-être comprendre que la meilleure chose que je peux faire pour mon fils, c'est justement le laisser vraiment toucher le fond. Ou vraiment, vraiment, il touche le fond et qu'il peut-être puisse aller demander de l'aide ailleurs. Et là, peut-être, je vais le retrouver un jour. C'est peut-être la meilleure chose que je puisse faire. Avec discernement. Je l'aime et c'est dommage qu'il se pourrisse la vie comme ça, mais c'est son choix. Et je choisis de l'aider de la meilleure manière que moi je comprends, c'est de ne pas lui fournir ce qu'il veut. Oui, on a le choix. On a toujours le choix. On a le choix. C'est pour ça que certaines personnes s'en sortent. C'est pour ça que certaines personnes font quelque chose pour s'en sortir. Parce qu'ils savent qu'ils ont le choix. On n'a pas forcément la volonté ni la discipline. Ça, c'est autre chose. On a toujours le choix. Après, quand ces personnes-là sont abîmées sur le plan physique et le plan intellectuel, tous ces produits, ils n'ont plus la capacité de choisir, quelque part de choisir. L'alcoolisme, par exemple, les gens sont extrêmement ralentis à force de rechuter, de s'en sortir, de rechuter. Je dis, il n'y a pas la discipline et la volonté. Et je connais quelqu'un qui a dormi sous les ponts, qui est plusieurs reprises, et hop, comme tu dis, et aujourd'hui, ça va très bien, il a un travail, il gagne bien sa vie, il a pu s'acheter un appartement, etc. Est-ce que la volonté, la discipline de ne plus boire, est-ce que ça va rester? Je ne sais pas. C'est son choix. C'est son choix de dire que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je replonge dans l'alcool. C'est son choix. Il sait où ça va l'emmener. Ces personnes sont très fortes pour faire culpabiliser l'entourage. Ça, mais c'est parce que nous, on choisit de se culpabiliser. Ouais. On choisit de prendre une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Oui, parce qu'on n'aime pas laisser les gens non plus en panade, quoi. Moi, j'ai pas de problème avec laisser les gens dans la panade et qu'ils ont choisi eux-mêmes. Pas de problème. C'est un travail. Pour moi qui n'est pas facile, quoi. Pourquoi ça vient nous toucher? Pourquoi on ne veut pas les laisser dans la panade? En fait, c'est à nous la question. Tout à fait. C'est une expérience de vie qui nous amène une émotion. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui nous empêche de faire notre choix? Enfin, de prendre ce choix qui nous conviendrait, en fait. Et pas le choix qui convient à l'autre personne, mais qui ne me convient absolument pas. Encore une fois, c'est une expérience de vie, il y a une émotion qui vient, comment je me sens sans cette culpabilité de laisser l'autre dans sa vie, dans son trou qu'il a creusé lui-même. Si tu veux t'en sortir, il y a une échelle juste là, mais je ne descends pas. Je n'essaie pas de te monter ou de te porter sur mon dos, parce que si je fais ça, et je le sors, et là, t'es là, et voilà, et je t'amène plein de choses et tout, je dis bon, ça va là maintenant, parce que là, je vais un peu vivre ma vie, parce que là, franchement, j'ai passé 10 ans avec toi, c'est bon, là, je vais vivre ma vie un petit peu aussi, je repars, je reviens une demi-heure plus tard, et de nouveau en bas. Il n'a pas fait le choix, lui. C'est moi qui ai fait le choix pour lui. Lui, il n'a pas fait le choix. Moi, j'ai toujours un petit peu ce combat, ce conflit à l'intérieur, parce que je me dis toujours, mais c'est un tel travail sur soi, justement, pour arriver, etc., et qu'on prend conscience petit à petit, et quand il n'y a pas eu forcément l'entourage, pas forcément les circonstances de la vie qui ont fait que ces personnes-là pouvaient peut-être prendre un peu conscience de certaines choses, alors certes, sont restés un peu à végéter comme ça. Mais peut-être que ça pourrait être un autre environnement aurait peut-être fait qu'il soit différent à l'heure actuelle. Donc je ne dis pas que je vais sauver tout le monde, c'est pas ça. Mais j'ai toujours à l'intérieur ce petit conflit là qui me dit mais non, ne laisse pas tomber complètement. Parce que... Mais dire à une personne, tu as une échelle qui est juste là, si tu veux, moi je suis là-haut, je suis en train de faire mes trucs, donc si tu veux sortir de ton trou, tu peux, je suis là.
peux venir sonner à ma porte. Si tu veux changer, il n'y a pas de souci. On leur donne la possibilité. Et croyez-moi, il y a énormément de personnes qui ont une possibilité. Surtout, je veux dire, dans les pays où on habite aujourd'hui. Nous, franchement, on est quand même aidés. Hein. On est quand même aidés. Et autre chose aussi, si j'ai une expérience, c'est que cette expérience-là va me faire évoluer. Toujours. Tout ce qui m'arrive, même la famille, tout ça, qui ne sont pas super géniales, tout ce qui m'arrive est là pour me faire évoluer. Quand j'ai compris que mes parents avaient été ce qu'ils étaient, et naturellement ça ne m'a pas convenu, hein, forcément, ça serait trop beau, quand j'ai compris que mes parents, tout ce que mes parents avaient fait qui ne m'avait pas convenu, ont fait que je suis devenue la personne que je suis, mais je recommence, je re-signe, moi, tout de suite. Parce que je trouve que je suis pas mal, pour moi. Je ne montre pas aux autres, hein, mais moi, je trouve que ça va, je me sens bien avec moi-même. Grâce à tout ce qu'ils m'ont fait. Mais c'était un choix. J'aurais pu rester dépressive, comme il y a beaucoup de personnes qui font, en disant « mais moi, j'ai pas eu de chance, et mes parents, machin, et ils m'ont jamais aimé, ils m'ont jamais si, et moi, j'ai pas eu de père, et mon père était absent. » Oui, et alors? Tu choisis de faire quoi? Rester victime et dire que c'est leur faute? Ou tu choisis de t'en sortir et de dire « ok, comment ça peut me rendre plus fort? Comment je suis si je ne suis pas victime? Comment je suis si je ne me sens pas coupable de la situation de l'autre? » Comment je suis si je ne dois pas plaire? Ça demande une discipline, hein, ça demande une volonté de se poser la question réellement, de s'asseoir, vraiment de se poser la question et d'aller ressentir comment on se sent. Mais ça, tu peux le faire des fois pas sur le coup de l'émotion, il faut attendre juste que tu les traverses. À un moment donné, quand tu sens que l'émotion est là, tu peux dire « oh là, ok, j'ai une émotion par rapport à ce qui se passe, comment je me sens si je ne l'ai pas ?» C'est un entraînement à faire un peu. Discipline et volonté. Beaucoup plus facile de prendre le chemin de « je suis dans la colère, je reste dans la colère ». Facile. Est-ce que c'est la même chose quand tu as une émotion, de se poser la question tiens, qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Est-ce que c'est la même chose? Comment je me sens sans cette émotion? Tu vas voir quelque chose d'une qualité qui va venir. D'accord. Et du coup, quand je n'ai pas cette émotion, tu vas peut-être pouvoir aussi, mais qu'est-ce que dans cette situation-là, moi j'ai envie? Qu'est-ce que dans cette situation-là, le moi intérieur est capable de faire? Est capable d'accepter? Donc c'est différent. Quel choix il est capable de faire? Voilà. Du coup, le choix est beaucoup plus clair. Je ne vais pas faire le choix au niveau du plexus solaire, du moi-je, et ça me fait mal à moi, et je ne sais pas comment faire, et faire face au monde, et les gens qui me regardent, etc. Ou est-ce que je fais un choix d'agir d'une manière différente, qui est plus en accord avec moi, ou plus en accord avec un monde extérieur? On est dans un groupe. Toi, franchement, ça ne va pas du tout parce que tu tires le monde vers le bas, on choisit que toi, tu dois partir. Voilà, c'est comme ça. Pour le bien du groupe. Est-ce que je me sens coupable? Non. Non, parce que le choix de la personne, c'était de tirer tout le monde vers le bas, d'être négatif, tout ça. C'est son choix. Pas de souci. Mais il va faire le choix avec des gens qui tirent tout le monde vers le bas aussi. Du coup, vous serez bien ensemble. Mais nous, non, on n'a pas envie de ça. Donc, on fait le choix, sans culpabilité, de demander à la personne de partir. Ça va donner la possibilité à la personne de continuer à être dans son truc, de choisir de continuer dans son truc et du coup de critiquer tout le monde, ou de dire « tiens, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, peut-être que je devrais faire un travail sur moi ». Et de choisir de faire autre chose. C'est-à-dire que prendre notre responsabilité, ça redonne la responsabilité à l'autre. Absolument. Le fils qui vient signer à 11h, et si je dis 19h, après je ne signe plus, je redonne la responsabilité au gamin, du coup, de dire « ah, vite, c'est 19h moins 1, il faut vite que je laisse faire signer, autrement, j'aurai plus le droit. » Absolument. Parce que je ne vis pas tout seul dans ce monde.
Parce que quand il va arriver chez son patron et que son patron avait demandé à 4 heures le truc et c'est fini, après il n'y a plus rien, et que lui il arrive le lendemain en disant « Ouais, non, mais tu sais, j'ai toujours des bonnes excuses et du coup, ben voilà. » Le patron va dire « Trop tard. Ah ben non, là, on ne prend pas en compte ton truc. Là. Non, non, c'est fini. » Ou pour le bac, ou pour peu importe. Ah ben non, tant pis. Non. Mais par contre, si donc, ça c'est respecté et que c'est le mari qui signe, et que du coup ça nous énerve en fait parce que c'est le mari qui signe. Et Comment quelque part, nous on aura été OK avec notre choix, on n'aura pas signé. Et du coup on ne peut pas agir sur le fait que c'est le mari qui signe. Et là, j'ai le choix d'être énervé par rapport à quelqu'un qui fait une action ou de ne pas être énervé par l'action de l'autre. C'est mon choix, encore une fois. C'est-à-dire que dans ce cas-là, quand on a posé la limite de 19 heures, c'est pas qu'on voulait nous faire respecter notre besoin, mais on voulait que l'ado change son attitude. On voulait le faire changer lui. Parce qu'après, il va avoir le mari, mais du coup, il n'a pas changé, nous, ce qu'on voulait, qu'on attendait qu'il change. Tout à fait. Alors que ça, pour l'instant, c'est pas notre responsabilité. Nous, notre responsabilité, c'est notre besoin de, à 19 heures, on ne signe pas parce que c'est notre moment pour nous, par exemple, et tu vas voir ton père pour signer, c'est OK. Enfin, moi, comme tu veux. Vous pouvez faire signer à 1h du matin, si tu veux. Tant que moi, tu ne viens pas me demander après 19 heures, il n'y a pas de souci. Limite, l'ado a pris sa responsabilité de se trouver une solution. Tout à fait. Si les autres veulent continuer à jouer son jeu, pas mon problème. Hein. Vas-y, fais. Moi, ça me va. Est-ce que, du coup, donc, le fait de se poser cette question, ça nous permet du coup de se décoller de l'émotion. En général, quand on se décolle, on se sent quand même en paix. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression dans toutes les situations, je me dis si je me décolle dans un premier temps, j'ai l'impression de me sentir en paix. Après, le reste du raisonnement, il est moins facile à mettre en place. Mais le reste du raisonnement, il n'y a même pas nécessaire parce que quand je suis en colère, j'ai un raisonnement, donc je suis en réaction. Si dans cette réaction, je prends une action en disant « Ok, comment je me sens sans être en colère ?» À partir de ça, il y a un choix, donc une action qui va être... Je suis déjà détachée de l'expérience de vie qui m'a amené cette expérience. Et donc, du coup, je ne suis plus en phase de réaction face à l'expérience de vie, mais en phase d'action face à cette expérience de vie. C'est ce que tu dis, en fait. Sur la règle, c'est ça, en fait. Quand tu m'avais dédicacé le livre, je n'avais pas tout à fait compris. Et là, je viens vraiment de saisir la finesse de cette expression, en fait. C'est à chaque fois se repositionner. Et si on a choisi quelque chose, soit on accepte ce qui se passe, si on a choisi, soit en fait, je peux faire différemment. Si je veux surfer, j'ai choisi de devenir surfeur. J'accepte que parfois, il n'y a pas de vague. J'ai fait ce choix, donc j'accepte ce qu'on me donne. C'est ça? Quand je pense à la personne où rien ne va jamais, justement, de toute façon, il y a toujours des excuses pour qui... Voilà, on propose blanc, de toute façon, ça ne va pas. On propose noir, ça ne va pas non plus. Donc, souvent, j'arrive et je suis... c'est pas de la colère, c'est de la fatigue, je ne sais pas comment dire. Donc, je me dis, comment je suis sans cette fatigue? Ça va, non? Mais après, je rejoins la dame qui disait, oui, mais après, cette autre phase-là, comment... C'est pas si simple. Vivez-la. Vivez comment vous êtes sans. Comment je suis sans cette fatigue? Après, elle va faire quelque chose, ça va t'énerver. Comment je suis sans être agacée? Quand je ne suis pas agacée. Comment je suis quand je ne suis pas agacée par ces comportements? Comment je suis? Si je suis agacée par un comportement de quelqu'un, c'est parce que je veux que la personne change. Mais je suis qui, moi, pour dire qu'elle va changer? Parce que si la personne vient me dire « je suis agacée par ton comportement, je veux que tu changes », mais qui l'autre pour me dire de changer? Mais si ça m'agace, quel est le besoin chez moi qui n'est pas respecté? Mais ça, c'est autre chose. Si je reviens vers moi en disant comment je me sens si je ne suis pas agacée par ces trucs, par ce qu'elle fait là,
En fait, je m'en vais parce que ça ne m'intéresse pas, son jeu. Moi, je m'en vais. J'écoute même pas. Parce que j'ai pas envie de jouer. Je n'ai pas envie de jouer à ces trucs-là, donc je l'écoute pas. Alors justement, ça, c'est ce que je fais, parce qu'au bout d'un moment, je n'écoute plus. Mais quelque part, mon besoin profond, il n'est pas nourri parce que c'est pas dans ma philosophie de ne pas écouter quelqu'un. D'accord. Et est-ce que c'est dans ta philosophie d'écouter quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, qui ne veut pas entendre et qui parle pour parler, pour rien dire? Alors, ce qui n'est pas dans ma philosophie, c'est que la communication ne soit pas authentique. Ben, certaines personnes, ils n'ont pas une communication authentique. Je ne connais pas un politicien qui a une communication authentique. Pourtant, ils sont bien là, on les écoute bien. Hein. On lit des journaux, on fait des trucs. C'est pas authentique. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont authentiques. Parce que quand j'écoute cette personne-là qui tout le temps, quand ça va pas, alors il y a l'agacement au premier, effectivement, la fatigue, parce que ça fait tout le temps le même scénario, l'agacement, effectivement, la tristesse, parce que je me dis, mon sang, mais qu'est-ce qu'on se pourrit la vie pour rien, quoi. Enfin, Non, elle se pourrit la vie. Comme elle se pourrit la vie pour rien, il n'y a pas de raison, donc tout est complètement illogique, quoi. Et là, on tombe dans toutes ces émotions. C'est illogique pour toi, parce que toi, tu aimerais bien que la personne soit différente pour qu'elle puisse être heureuse. Sauf que la personne, c'est pas toi. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que toi, tu sois heureuse? Qu'est-ce que je fais moi pour être heureuse? Quand tu es dans cette situation avec cette personne, tu fais quoi pour ton bonheur à toi? Tu essaies de la rendre heureuse? Oui, je ferme les oreilles, mais quand je suis partie de chez elle, je dis mais non, ça va pas non plus. Comment tu te sens quand tu n'es pas coupable? Comment je me sens? Quand je suis pas coupable, je me sens naturelle, enfin moi. Ben voilà, et donc pas coupable parce que tu ne l'as pas écoutée. Elle a envie de se plaindre, mais tu n'as pas besoin de l'écouter. Personne ne te force de l'écouter. Hein. J'ai un sacré travail à faire. Personne nous force d'écouter une personne qui se plaint. Moi, ça m'est insupportable de montrer que j'écoute. Et comme... Ben, tu n'as même pas besoin de faire semblant d'écouter. Hein. Tu as le choix de ne pas écouter. Moi, j'ai rencontré quelqu'un. Mais, c'est plus poli. Vous voyez ce qu'elle a dit? C'est plus poli. C'est pas bien par rapport aux autres. Je perds la face. Je ne suis plus la gentille qui écoute. Non, tu es la gentille qui ne t'écoute pas. Non, mais c'est humain. Enfin, quelqu'un C'est très humain. C'est très humain. Si moi, je viens faire ça, Oui. et que toi, tu ne supportes pas. Mais toi, tu es humaine et tu me laisses faire. Mais non, je t'ai dit, moi, c'est bon, là, on va... Oui, mais moi, je continue quand même parce que je ne t'écoute pas. Moi, je ne t'écoute pas, mais toi, tu m'écoutes. Hein. Toi, tu m'écoutes et tu supportes. Mais moi, je supporte. Arrête de me toucher les mains. Hein. Ne me touche pas la main parce que moi, voilà. Et donc, moi, je vais rester comme ça toute la soirée parce que moi, ça me plaît bien. Voilà. Mais toi, ça t'énerve. Mais tu peux rien dire. Et si vraiment, mais c'est pas grave, je vais faire sur l'autre côté. Oui, c'est un peu ça. Et vous voyez comment on ne se respecte pas au lieu de dire, oh, écoute, c'est bien bon, mais moi, je me lève et je me casse. Elle m'a quittée, vous avez vu ce qu'elle a fait, elle n'est pas gentille avec moi. Et on dit, ah bah oui, tu as raison, elle n'est pas gentille avec toi. Je dis, mais ils s'en foutent. Moi, je m'en vais. Parce que non, ça ne me convient pas. Peut-être qu'ils ont tous raison, mais moi, ça ne me convient pas. Merci beaucoup pour ces échanges. Très intéressant.